Après 2 années d'interruption dues à la pandémie Covid-19, le semi-marathon international de Brazzaville SMIB vient de reprendre. Cette année, cette fête sportive est liée à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. S'est déroulée pour la 17e fois. C'était ce dimanche 14 août 2022 au boulevard Alfred Raoul. Comme à l'accoutumée, c'est le président de la République Denis Sassou Nguesso, initiateur de cet événement sportif, qui a patronné l'activité. 55 athlètes, dont 17 internationaux, étaient au renouveau de cette 17e édition du semi-marathon international de Brazzaville. Pour Raymond Ibata, président du comité de direction du SMIB, la tenue de cette édition est une tribune d'expression des jeunes. En effet, la tenue de la 17e édition du semi-marathon international de Brazzaville, cette année, est une tribune d'expression qui permet à la crème juvénile et sportive de notre pays, ainsi que d'Afrique, de se refaire confiance au travers les compétitions internationales et de sortir de cette hibernation du Covid-19, cet événement sportif et populaire qui est devenu une référence sur l'échiquier international dans l'arène de l'athlétisme, permet aussi aux jeunes Congolais de célébrer avec enthousiasme le nouveau mandat que les Congolais ont renouvelé à leur champion, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis la première édition lancée en 2001, le SMIB permet aux jeunes de tous les départements du Congo, ainsi que ceux d'autres pays, d'émerger et de s'affirmer dans le domaine d'athlétisme. Cette course rassemble aujourd'hui autour de l'idéal olympique des athlètes nationaux et internationaux, hommes et femmes, lesquels vont rivaliser d'ardeur, d'endurance et de détermination pour donner libre cours à leurs talents sportifs dans la loyauté et dans un esprit chevaleresque à travers les artères de Brazzaville, berceau du mouvement olympique africain. Au nom de la République, je voudrais remercier très chaleureusement les délégations étrangères qui nous honorent de leur présence ce jour pour donner une impulsion nouvelle à notre compétition internationale après 2 années de césure sanitaire inopinée. Après la série des discours, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, grand mécène du sport au Congo, donne le coup d'envoi de cette édition du SMIB. 21 km 100, c'est la distance parcourue par les athlètes. Le chef de l'État a, lors de ce coup d'envoi, couru en petite foulée, une image symbolisant le dynamisme de la jeunesse sportive congolaise. 1h03 5 secondes, c'est le chrono réalisé par le Kenyan Geoffroy Kipyego, premier en version masculine internationale. En version féminine, c'est la Kenyane Telega Lilian qui occupe la première place avec un chrono de 1h09 55 secondes. Chez les nationaux, en version féminine, Chardevi Missamou est première avec un chrono de 1h25 12 secondes. Kevin Boumando et Rocheto Ondele, respectivement premier et deuxième en version masculine, se disent heureux de participer à cette édition du SMIB. Aujourd'hui, je me suis donné le meilleur de la nation. Vraiment, je remercie la Fédération congolaise d'athlétisme ainsi que le gouvernement, sans oublier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui continue toujours d'organiser le semi-marathon pour nous donner un peu quelque chose chaque 14 août. Bon, je suis désolé parce que j'avais bien travaillé par rapport au Covid-19. Pour arriver et pour sortir deuxième, c'est pas facile. Le NEPAD pour votre gouverne est la fusion du partenariat du Millennium pour le programme de redressement de l'Afrique et du plan Oméga. La fusion a été finalisée le 3 juillet 2001, donnant naissance à la nouvelle initiative pour l'Afrique, approuvée au sommet de l'UA le 11 juillet 2001. Le partenariat pour le développement de l'Afrique a été donc conçu pour répondre de manière cohérente et équilibrée
aux principales priorités sociales, économiques et politiques du continent. Le NEPAD est dans la voie du progrès et a fait observer Mme Nardos Bekele Thomas, PDG de l'Agence pour le développement de l'Afrique. Et le NEPAD a eu des programmes prioritaires, mais ces programmes de plupart ont été entamés et on a beaucoup de résultats qui est inscrit dans le cadre de progrès du NEPAD dans des années. Donc il y avait des progrès, mais il y avait aussi des défis. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment de tirer des leçons. Pourquoi on n'a pas mis en œuvre tous les programmes qu'on avait promis de mettre en place. Donc il y a beaucoup de problèmes, disons, problèmes financiers, problèmes techniques, problèmes de capacité de NEPAD lui-même, mais aussi de capacité de chaque pays à mettre en place, mais aussi à mise en œuvre. La prochaine table ronde de Dakar sur la question sera très déterminante quant à la mise en œuvre des projets du NEPAD restés latents du fait de la Covid-19 qui a plongé l'organisation dans l'hibernation. Le pont en route rail entre Brazzaville et Kinshasa quittera le stade simplement déclaratoire, a-t-elle rassuré. C'est un des priorités de programme de PIDA. Donc bien sûr, je pense à ce stade, c'est progressé. Toutes les études sont faites, mais y compris les études financières. On n'attend qu'un investisseur. Donc ça serait sur la table ronde d'investissement qui aura lieu à Dakar en janvier. Madame Bekele Thomas salue la volonté politique des 33 chefs d'État qui ont gardé les pieds sur l'étrier en dépit des tempêtes hostiles à la mise en œuvre des projets du NEPAD. Les membres du gouvernement se sont réunis le samedi 13 août 2022 au Palais du Peuple sous la houlette du président de la République Denis Sassou Nguesso. Sur leur table, 2 projets de loi, à savoir le projet de loi organique déterminant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes de discipline budgétaire ainsi que la procédure à suivre, et le projet de loi relatif au contrat de partenariat public-privé, présenté par le ministre en charge de la Justice. Le premier projet de loi examiné et adopté par les membres de l'exécutif s'inscrit dans l'optique de renforcer l'organisation fonctionnelle de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Cette institution, prévue dans l'article 109 de la Constitution congolaise, joue le rôle de contrôle juridictionnel des administrations publiques et privées ainsi que des collectivités locales. Le projet de loi organique soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres comporte quelques innovations, à savoir la consécration de la Cour des comptes en qualité de plus haute juridiction financière, le renforcement de son indépendance à l'égard du gouvernement comme du Parlement et son autonomie par rapport à toute autre juridiction. Au titre de ses attributions juridictionnelles, la Cour des comptes et de discipline budgétaire peut prononcer des sanctions, notamment à l'encontre des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables publics et des comptables de fait. La Cour dispose d'attributions non juridictionnelles, dont notamment l'assistance du Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et la certification, la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'État, le contrôle de la légalité financière et de la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et des recettes de l'État, l'évaluation de l'économie, l'efficacité et l'efficience de l'emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus, ainsi que celle de la pertinence et de la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettront de mesurer la performance des politiques et des administrations publiques. Enfin, la Cour des comptes et de discipline budgétaire peut procéder aux enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière à la demande du gouvernement ou du Parlement. Le second projet de loi, quant à lui,
Introduit par le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, s'inscrit dans une vision prospective afin de relancer le financement du développement. Ceci pour conforter la libéralisation de l'économie congolaise. Compte tenu des coûts importants que requiert la construction, l'acquisition ou la réhabilitation de ces infrastructures, et au regard de la faiblesse des ressources budgétaires de l'État, qui ne permettent pas de pallier le manque de capitaux devant répondre aux besoins énormes de l'économie nationale, les pouvoirs publics ont jugé opportun de solliciter la participation du secteur privé à leur conception, leur financement et leur exploitation. Le projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres a pour objectif d'inciter le secteur privé à répondre à cette ambition, grâce à la mise en place d'un cadre juridique équilibré pour sécuriser les investissements. À cet égard, les partenaires privés pourront rentabiliser leurs investissements et à l'État de répondre à la forte demande en infrastructures de base, facteur de développement. Ainsi, le contrat de partenariat public-privé constitue une solution innovante qui permettra d'une part à l'État, seul garant de l'intérêt général, de fournir un service public de qualité aux populations et d'autre part, à assurer aux partenaires privés le retour sur investissement, ainsi que bien entendu le profit. Enfin, ce mécanisme permettra de réduire sensiblement le recours aux ressources budgétaires de l'État dans le financement des infrastructures et équipements, en favorisant la mobilisation des capitaux provenant du secteur privé. Lors de cette session, le Premier ministre Anatole Konene Makosso a rendu hommage à l'action du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui œuvre sans relâche à l'enracinement de la démocratie en République du Congo. En effet, il convient de noter que le président Denis Sassou Nguesso a permis que les élections prévues par la Constitution se tiennent à date et terme échus, notamment depuis 2002. Les élections législatives et locales qui viennent de se dérouler en juillet 2022, dans la paix et la sérénité, en sont une illustration éclatante. Le Premier ministre a indiqué que l'ensemble des membres du gouvernement ont œuvré depuis bientôt 15 mois aux côtés du président de la République pour jeter les bases qui doivent permettre la réussite du projet de société sur la base duquel le chef de l'État a bénéficié de la confiance du peuple congolais. Poursuivant son propos, il a précisé que ce projet, devenu depuis lors la charte de l'action gouvernementale, connaîtra certainement une nouvelle impulsion à l'orée de la nouvelle législature consécutive à l'installation prochaine d'une Assemblée nationale nouvelle. De son côté, le président de la République a remercié et félicité les membres du gouvernement pour leur ardeur et leur abnégation au travail. Par la même occasion, Denis Sassou Nguesso leur a réitéré les axes prioritaires qui sous-tendent l'action des pouvoirs publics pour les mois à venir. Edou. Il est 11h20 lorsque le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse font leur entrée dans l'enceinte du cimetière familial Konakona. À leur arrivée, le couple présidentiel se dirige vers le lieu où repose le patriarche de la famille, Sambila, avant de venir sur la tombe de son regretté père, Julien Nguesso, décédé à Edou le 9 août 1986. Et c'est de manière solennelle, sous l'hymne aux morts, entamé par la fanfare du régiment d'appareil d'honneur, que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et son épouse déposent la gerbe de fleurs sur sa tombe avant de se recueillir. Le couple présidentiel s'est ensuite recueilli sur la tombe d'Edith Lucie Mbongo Ndimba, fille aînée du président de la République Denis Sassou Nguesso et épouse du feu président Omar Bongo, décédé le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et son épouse ont par la suite salué les membres du gouvernement venus leur témoigner leur sympathie, sans oublier les parents, amis et connaissances présents pour la circonstance. Après quoi, ils ont assisté aux danses venues agrémenter la cérémonie.